travail que ce que je vais vous présenter, ce que j'ai prévu de vous présenter, parce qu'on avait prévu avec Brigitte, qui était perturbée, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là cet après-midi. On cherche à comprendre, hein, les travaux que nous menons visent à essayer de comprendre comment des élèves peuvent construire un certain nombre de savoirs, alors que je vais qualifier de problématisé pour l'instant et je le définirai un petit peu plus après, autour du devenir de la matière organique dans le sol. Alors je vois bien la réduction liée aux instructions officielles que je vais faire par rapport à la thématique abordée précédemment, hein, qui l'aborde d'une façon assez globale, alors que moi je vais en faire une réduction assez serrée. Réduction que Marc-André Sellos autour du cycle du carbone, alors, qui n'est pas... qui pour des petits, pour des élèves plutôt jeunes, est sans doute, vous voyez, un passage obligé, compte tenu des connaissances qu'ils ont à leur disposition, notamment des connaissances biologiques autour de la respiration et de la photosynthèse, autour desquels ils ont commencé à travailler dès le cycle 3 de l'école primaire. Donc c'est plutôt dans une perspective curriculaire, hein, que je vais aborder ces questions-là, c'est-à-dire comment, à partir de ce que savent, ou des connaissances usuelles que des élèves peuvent avoir de la respiration et de la photosynthèse, de la nutrition des végétaux, on peut commencer à déplacer ces questions qui sont plutôt abordées d'un point de vue physiologique, comment on peut les déplacer d'un point de vue plutôt écologique, c'est-à-dire comment on va déplacer les questions, les concepts de photosynthèse et de respiration, comment on va leur donner un sens d'un point de vue plus écologique, pour essayer que lorsqu'on va arriver en classe de seconde, à partir de ces concepts construits par des élèves autour du devenir du carbone, en gros, dans le sol, comment ils vont pouvoir envisager la prise en compte d'autres éléments, comme les éléments azotés, dont parlait Marc-André ce matin. Ce qui caractérise le travail que je vais vous présenter aussi, c'est que je vais me centrer, vous allez voir, je vais me centrer sur les processus d'apprentissage des élèves. Donc c'est bien à partir de la façon dont des élèves vont produire des traces écrites, vont produire des discours, vont discuter, vont produire des arguments, que je vais... C'est ça le matériel à partir duquel je travaille, enfin à partir duquel on travaille, tout en les croisant, hein, en prenant en compte la spécificité des savoirs en jeu, pour essayer de faire des inférences sur les raisonnements qu'ils sont capables de mener, sur les façons dont qu'ils envisagent les processus biologiques, pour, en retour, vous voyez, avancer sur les questions d'enseignement. C'est-à-dire que par rapport à aux trois premiers intervenants, vous voyez, qui traitent, je prends les programmes, vous voyez, et comment je vais pouvoir le scénariser, etc., le processus, l'approche en didactique vise plutôt à s'intéresser au processus d'apprentissage des élèves pour essayer de faire des inférences sur les processus d'enseignement. Mais que les processus d'enseignement ne soient pas conçus a priori, vous voyez, indépendamment des capacités cognitives des élèves. Donc c'est bien dans ce sens-là que je vais le faire. Voilà, dans ce sens-là que je vais le faire. Alors, cette question du devenir de la matière organique dans le sol, très très rapidement, en 6e, vous voyez, hein, j'ai repris des bouts d'instructions officielles, donc pour vous situer le contexte, il s'agit aussi de montrer la place particulière des décomposeurs du sol dans le recyclage des restes des organismes vivants, au programme de 6e. En seconde, on reprend cette affaire-là, mais par la négative, vous voyez, hein, une faible proportion de la matière organique échappe à l'action des décomposeurs et va pouvoir permettre d'expliquer comment on va avoir de la matière carbonée fossile déformée, hein, de la matière organique fossile déformée. Et puis, on reparle du sol comme une interaction entre la roche et la biosphère. Alors, j'ai essayé une petite... pour essayer de vous réduire sur de quoi je vais m'occuper. Donc voilà une petite diapo qui essaye de reprendre le concept de sol, sachant qu'il y a une dimension, alors on a bien vu dans la dernière intervention la dimension historique de cette affaire-là, c'est-à-dire que de nouveau, comme Denise l'avait déjà présenté, on voit bien que ce concept-là peut être abordé d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire comment ça marche à un moment donné, quelles sont les interactions, qui étaient un certain nombre d'approches de ce matin, et puis on a toutes les questions de toute la dimension historique de l'affaire, c'est-à-dire comment on en est arrivé à ces sols-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quelle est leur histoire, etc., qui sont deux approches qui ne relèvent pas, enfin je renvoie à ce qu'avait dit Denise lors de la dernière intervention, qui ne relèvent pas tout à fait des mêmes types de fonctionnement, des mêmes types d'explications qui sont en jeu dans ces affaires-là.
Moi, je vais prendre le sol, vous voyez, dans le sens que Guy a indiqué ce matin, c'est-à-dire un milieu organisé, créé, recréé par les êtres vivants. C'est pas l'ensemble de ces dimensions que je vais m'intéresser, mais seulement, en gros, vous voyez, à travailler sur des réseaux trophiques, sur une approche autour des réseaux trophiques du sol. Voilà, en sixième, voilà un schéma bilan qui était dans l'étude de cas à laquelle je vais m'intéresser. Voilà le schéma bilan auquel l'enseignante était arrivée à la fin de toute la partie, à la fin du chapitre sur l'origine de la matière des êtres vivants. C'est-à-dire qu'elle avait reconstruit un réseau trophique. Elle avait travaillé sur l'origine, sur l'idée de photosynthèse, même si elle n'avait pas développé telle quelle. Donc l'entrée de matière minérale dans les réseos trophiques par l'intermédiaire de la photosynthèse, puis les animaux consommant cette matière organique pour refabriquer de la matière organique. Et puis il va se poser à un moment donné, vous voyez bien, pour qu'on réussisse à commencer à construire des cycles, ce que va devenir cette matière organique morte, c'est-à-dire là tous ces êtres vivants qui meurent et qui tombent dans le sol, là qu'est-ce qu'ils deviennent. Et puis l'objectif de l'enseignante étant donc d'expliquer le devenir de cette matière organique morte dans le sol, et aussi de réussir à reboucler, essayer de reboucler les cycles, c'est-à-dire comment on va comment on va fabriquer des sels minéraux, du CO2, etc. De commencer à construire, vous voyez, une notion d'un certain nombre de cycles. Donc, voilà l'objectif de l'enseignante en classe de 6e. Alors à partir de ça, voilà comment ce que je vais essayer de discuter de cet après-midi. Donc c'est quelles sont les conditions. Vous allez voir que pour que les élèves commencent à envisager ces relations sol, biosphère, atmosphère, voilà, c'est pas si simple que ça pourrait paraître. Voilà, c'est pas si simple que ça pourrait paraître. L'idée, c'est d'essayer de voir en quoi un certain nombre d'obstacles que je vais essayer d'identifier dans le travail que je vais vous présenter, un certain nombre d'obstacles peuvent rejouer en secondes, et peuvent rejouer lorsqu'on va aborder ces questions-là dans un cadre plus global. Et voilà, c'est ça que je vais faire. Le cadre théorique, rapidement pour vous dire ce que j'entendais par savoir problématiser. Le cadre théorique donc, dans lequel je situe mes travaux, Denise avait déjà dû en parler, puisqu'on travaille à peu près avec le même cadre théorique, c'est l'idée d'un apprentissage par problématisation. Vous voyez, il est construit, alors je ne vais pas le définir en détail, mais en gros, pour vous le dire vite, voilà à quoi il est construit contre. Voilà, il est construit contre l'idée que l'activité scientifique se réduirait à une activité où il suffirait de faire des observations, etc. Et puis par une cumulation d'un certain nombre d'observations, on pourrait en inférer des lois. Voilà. Donc il est construit contre cette idée-là, mais qu'on est bien... on est dans une approche rationaliste dans laquelle la construction des savoirs scientifiques est un dialogue étroit entre la théorie et l'expérience. Ce dialogue théorie-expérience que se construisent les savoirs scientifiques. C'est pas l'un qui précède l'autre, etc., mais c'est une relation dialectique entre les deux. La deuxième idée, c'est, et là on est au niveau didactique, c'est contre, vous voyez, une approche propositionnelle du savoir scolaire où le savoir... en fait, scolaire servirait à jouer à question pour un champion, vous voyez, se présenterait comme une succession d'assertions que les élèves devraient retenir pour pouvoir réciter à un moment donné dans leur parcours scolaire, et puis pour pouvoir passer dans la classe d'après, vous voyez, ce serait ça, à apprendre. Et en fait, dans l'idée de cet apprentissage par problématisation, vous voyez, ce qui nous semble constitutif de l'apprentissage scientifique, c'est que les élèves puissent poser, construire et résoudre, donc poser des problèmes scientifiques, les construire et pour pouvoir les résoudre, sachant que les savoirs qui vont être construits n'ont de sens que par rapport aux questions ou aux problèmes auxquels ils viennent répondre, et que ces savoirs ont un caractère non pas propositionnel mais fonctionnel, parce que les savoirs doivent acquérir une dimension nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir voir que pour expliquer ce devenir de la matière organique dans le sol, il va falloir qu'on fasse appel nécessairement à un certain nombre de transformations de nature biologique. Vous voyez, donc c'est bien le caractère. Ça peut pas être autrement. Vous voyez, les transformations biologiques, elles peuvent être on peut avoir des réponses diverses. Il peut y avoir plusieurs stratégies possibles. Mais par contre, qu'on soit nécessairement, vous voyez, c'est ce caractère nécessaire qui va caractériser le savoir problématisé. Les solutions, elles sont ce qu'elles sont. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi elles ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont. Donc voilà, c'est à travers ces idées-là de position. Et puis donc les obstacles, voilà, on va essayer de les caractériser par rapport à leur fonction dans ce processus de position, de construction et de résolution du problème.
Les deux corpus sur lesquels je m'appuie, donc c'est des travaux que Guy, M. Monchamp connaissent, c'est des recherches donc, qui ont été dirigées par Brigitte Peter-Falvy autour de la recherche objectif-obstacle et situation d'apprentissage, et puis sur des études de cas plus récentes, celles que je vais présenter en 6e, dans des travaux que je pilote avec des enseignants du second degré. Alors voilà une situation de départ proposée en classe de 6e, vous voyez. Donc où on demande aux élèves de dessiner l'arbre et le sol, enfin de dessiner comment était cette situation-là un an avant et un an après. Et un an après, sachant que les feuilles sont tombées, enfin, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà une situation de départ, vous voyez, qu'un enseignant peut délivrer à des élèves, et à partir desquels on est avant apprentissage, donc on est sur un dispositif d'évaluation diagnostique qui doit permettre à l'enseignant d'identifier quels sont les modes de raisonnement que les élèves peuvent mobiliser dans ce genre de situation. Voilà les 3 types de réponses, en gros, vous voyez, qui ont été obtenus. C'est-à-dire que pour certains élèves, le niveau du sol, enfin le niveau du sol judiciaire va monter chaque année. Donc je vous ai pris des propositions, des explications. Alors, vous voyez, enfin, ce que disent les élèves quand ils accompagnent leur schéma. Donc chaque année, alors ça, ça a été fait avec des élèves de 6e, de 3e et de seconde. Donc j'ai pris, je vous ai mis un mix d'un peu tout ça. Donc chaque année, le niveau du sol augmente un peu, car les feuilles tombent, se décomposent et forment de la terre, ce qui monte le niveau du sol. Oui, donc chaque année, les feuilles mortes, ça s'accumule. En gros, on est sur un processus d'accumulation de cette matière organique, donc qui ne fait que de s'accumuler. Deuxième type de production, là, cette fois-ci, le niveau du sol reste à peu près constant, mais par contre, à chaque fois, vous voyez, c'est les nouvelles, enfin, ce qui constitue le sol, c'est les feuilles mortes de l'année. C'est les feuilles mortes de l'année qui constituent l'élixir du sol. Donc voilà ce que disent des élèves, les feuilles tombent, alimentent le sol et nourrissent la racine. Donc ça, c'est un élève de 6e qui dit ça. Et donc du coup, vous voyez toutes les feuilles mortes qui sont tombées dans le sol, en fait, elles se mélangent avec et puis les racines, vous voyez, les plantes par leurs racines vont puiser tout ça, et donc on a un truc on pourrait avoir l'ébauche, vous voyez, on pourrait avoir l'idée que ils ont construit un cycle dont on va voir que c'est un cycle qui pose problème, enfin qui est problématique. Et puis vous avez des élèves pour qui le niveau, on ne sait pas très bien, vous voyez, c'est pas les feuilles de l'année qui tombent, ça augmente un petit peu, mais pas de trop. Et les élèves disent, les feuilles, à force, ça se détériore, ça disparaît. Donc c'est comme si ça rentrait dans la terre, mais ça reste pas tout le temps dans le sol, enfin ça ne reste pas tout le temps sur le sol, ce qui fait qu'on a une explication de ce type-là. Sur des résultats globaux, voilà à peu près, des résultats globaux, sur les 3 niveaux, 6e, 3e, seconde, le sol augmente, vous voyez, 40% des élèves de 6e pensent que le niveau du sol augmente, qui garde la même épaisseur, 23, je vous laisse dire. En gros, vous voyez bien que cette situation de départ, enfin ce que je voulais montrer à travers cette affaire-là, c'est qu'une situation de départ ne va pas permettre d'emblée, automatiquement, de façon automatique, d'assurer la dévolution d'un problème biologique ou scientifique aux élèves. C'est-à-dire que quelle que soit la question de départ qu'on va leur poser, avant qu'on réussisse à ce qu'ils identifient le problème scientifique qu'on veut leur faire traiter, il y a un chantier, quoi. C'est un chantier, et donc je vais essayer de vous montrer après comment ça se passe. Donc c'est bien cette idée, vous voyez, d'un passage très très vite, où on a une situation de départ qui nous paraît pertinente, et pour laquelle on pense qu'automatiquement, au bout de 10 minutes ou au bout de 5 minutes de questions, les élèves vont s'être appropriés le problème biologique qui est en jeu. Vous voyez que cette idée-là, quand on s'intéresse à ce que produisent les élèves, elle tient pas très très longtemps, et on va donc voir tout le travail qui va être nécessaire, que l'enseignant va devoir faire pour permettre justement aux élèves de s'approprier le problème. Dans la démarche d'investigation telle qu'elle est proposée, je vais reprendre celle la formulation qui en est faite dans le programme de collège. Dans le cadre de la démarche d'investigation, il y a bien 2 phases que mes étudiants canés ont du mal, ils ne voient pas très bien quelle est la différence, qui est justement cette situation de départ, et ensuite, ligne du dessous, il y a appropriation du problème par les élèves. Et ils ne voient pas très bien en quoi c'est pas la même chose. Donc
La distinction, c'est bien ce que je viens de vous faire, ce que j'essaye de vous montrer. C'est-à-dire que une question, une situation de départ, quelle qu'elle soit, même si à nous, elle nous paraît évidente, vous voyez, on n'imaginait pas que les élèves de 6e pensaient que chaque année, quand ils allaient promener en forêt, ils marchaient sur plus en plus de tas de feuilles mortes, vous voyez. Hein. Mais n'empêche que même si ça paraît évident, il va falloir réussir à faire, il va falloir faire des choses pour que les élèves, justement, identifient ce problème. Alors, on était parti de là, nous, et à Caen, voilà ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a bricolé un peu notre situation de départ pour essayer que le paradoxe, vous voyez, que le problème, là, de ce devenir des feuilles mortes, apparaisse un peu plus fortement par les élèves. Donc voilà la situation que la collègue avec qui j'ai travaillé a posée à ses élèves. Voilà, donc le paradoxe, il est autour de ça. Voilà, c'est-à-dire que si ça se passait par accumulation, enfin s'il y avait juste un processus d'accumulation de toutes les feuilles mortes de toutes les années, etc., on devrait avoir un tas de feuilles très important. Or, c'est pas le cas. Hein, ce qui pose donc la question de qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et là, on peut se dire, bon, c'est bon, là, on l'a, notre problème scientifique, etc. Vous allez voir que c'est pas encore non plus gagné. Parce que, alors, j'analyse juste cette situation-là, c'est qu'est-ce qu'on veut... Attendez, je suis en train de me perdre. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on veut, en gros, que les élèves aient compris à la fin. Voilà. Je vous ai montré. Alors, je vous ai dit, tous les ans, les feuilles mortes tombent sur le sol. Hein, la quantité de litière du sol n'augmente pas. Et donc, ce qu'on veut, c'est essayer de construire la nécessité d'une transformation de ces feuilles mortes en une matière qui n'occupe pas visuellement le même volume que les feuilles mortes tombées sur le sol. Vous voyez l'affaire ? Sachant que cette nécessité ne peut être construite que si les élèves mobilisent un principe de conservation de la matière. Vous allez voir qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, ça ne les gêne pas qu'il y ait de la matière, et hop, il n'y en a plus, hein, et puis hop, on en remet, on en met où on veut, etc. Donc, hein, cette transformation, vous voyez, de la matière sans condition aucune, c'est-à-dire où toute transformation est possible, apparition, disparition, etc., sont des concepts que les élèves de 6e, et pas que, hein, pas que les élèves de 6e, hein, mes étudiants qui sont en master, premier degré, mobilisent aussi, enfin ça les gêne pas non plus, vous voyez, où ils mobilisent des explications ad hoc, c'est-à-dire qu'ils font apparaître des trucs, et bon, je dirais rien des étudiants de Paris 7, où les étudiants, vous voyez, où on fait apparaître, en fonction de ce qu'on cherche à expliquer, de façon tout à fait ad hoc, hein, de la matière, on la fait disparaître, etc., sans mobiliser un principe de conservation. Donc, vous voyez bien que pour que le problème se pose, pour que le problème biologique se pose, il va falloir inscrire les élèves dans un cadre conservationniste. Voilà. Et ce cadre-là, ça ne va pas de soi du tout, notamment pour des élèves de 6e. Hein, en gros, les travaux de psychologie génétique ont montré que ça se stabilise autour de 14-15 ans, cette affaire de conservationnisme. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de là, les élèves... Ça commence bien avant. Hein, les élèves, ils sont conservateurs dès qu'ils sont tout petits. Vous voyez, hein, quand ils mettent une balle derrière quand ils cachent une balle, ils savent bien qu'elle est encore là. Donc, ils commencent à conserver, mais ils ne sont pas conservateurs au sens... Enfin, complètement. Hein. Et là, vous allez voir que ça les gêne pas. Ça les gêne pas de se débarrasser de ça assez facilement. Donc voilà, donc on était reparti. Donc voilà, le corpus, on part de là. Alors j'ai amené quelques transcriptions complètes du corpus. J'ai pas dû en faire assez. Il y a 300 interventions sur lesquelles je vais... donc là, je vais vous en montrer seulement des petits bouts. Donc la situation, vous voyez, on part de là, hein, et l'enseignante va commencer à discuter de ces affaires-là, de ce schéma-là. Voilà. Donc elle commence comme ça, vous voyez. Alors ici, donc elle repart de ce schéma bilan, et donc elle commence par les éléments minéraux. Bon, alors ici, si on part d'ici, c'est quoi? Bon, alors c'est ce que mangent les plantes. Hein, c'est ce que mangent les plantes. Pourquoi tout ça a été mis de la même couleur? Parce que c'est de la matière minérale. Donc ça, c'est ce que répondent les élèves. Parce que c'est de la matière. Alors cette matière minérale, elle rentre ici, dans les végétaux, et elle sert à faire quoi? De la matière organique. Alors sera disponible ce corpus. Donc vous voyez que les élèves remobilisent ce qu'ils ont vu sur la nutrition des végétaux au chapitre en gros sur tous les êtres vivants sont des producteurs de matière organique, certains à partir de substances minérales, d'autres déjà à partir de substances organiques, mais ils remobilisent cette affaire-là, sachant que cette histoire de matière organique fonctionne en 6e, ça fonctionne comme une boîte noire, hein. C'est-à-dire que ce sont deux mots, hein, il faut,
ils n'ont pas les outils, hein, ils commencent la chimie en 5e, 4e, vous voyez, donc là ils sont en 6e, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des conceptions chimiques derrière ces histoires de matière organique et de matière minérale. Donc ces deux, mais vous allez voir que c'est relativement important ces affaires-là, parce que ça leur donne des points d'appui sur lesquels s'appuyer pour pouvoir raisonner. Alors, je continue. Il m'en manque un bout là. Il y a une diapo qui n'est pas arrivée dans l'ordre. Bon, voilà. Un peu plus loin, alors déjà première caractéristique, premier point de discussion, vous voyez bien que l'enseignante, elle rentre elle rentre chez les végétaux, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est centrée d'emblée, enfin elle centre plutôt les élèves d'emblée, sur les êtres vivants, plutôt que sur les processus, enfin, vous voyez, plutôt que sur les transferts de matière. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui va apparaître comme un obstacle, c'est que les élèves, pour comprendre le fonctionnement au point de vue écosystémique des transferts de matière, vous voyez bien qu'il faut s'intéresser donc aux transferts de matière et au flux d'énergie. Et que pour ça, les êtres vivants qui sont dans ces réseaux trophiques là, on s'y intéresse pas en tant que tel, mais on s'y intéresse uniquement comme des vecteurs de matière. Comme des vecteurs de matière. Et donc, il va falloir à un moment donné que les élèves, vous voyez, ils puissent non plus s'intéresser à ce qui va arriver à ces petites bestioles-là, vous voyez, qui ne s'intéressent non plus aux êtres vivants en tant que tels, mais bien qu'ils s'intéressent à la matière dont sont constitués ces êtres vivants-là. Hein. Et ce premier changement d'échelle dans la façon de raisonner ne va pas de soi, n'est pas automatique du tout, sachant que les élèves, et plus ils sont petits, mais ça considérera après, ils sont plutôt intéressés par la bestiole, vous voyez, que par la matière qui constitue la bête. Et donc, il va falloir réussir à les faire raisonner, enfin, il va falloir trouver des situations, alors si on veut travailler ces obstacles-là, il va falloir trouver des situations pour les faire raisonner sur d'autres niveaux que ceux auxquels, affectivement et intuitivement, ils raisonnent habituellement en dehors des cours de biologie. C'est-à-dire que quand ils ne font pas de la biologie, ils ne s'intéressent pas à la matière dont sont fabriqués, vous voyez, leurs chats, etc. C'est le chat, enfin voilà. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il va falloir qu'on réussisse à faire dans le cours de biologie. Alors, toujours autour de cette histoire de matière vivante, alors vous voyez, à un moment donné, 31, là, toutes les feuilles qui tombent par terre, est-ce que c'est toujours de la matière vivante? Et là, vous voyez bien que là, ça c'est une question posée par l'enseignante. Donc jusque-là, elle était rentrée sur la distinction matière organique, matière minérale, qui avait été construite précédemment avec les élèves, et là elle introduit le terme de matière vivante. Et là, vous voyez bien ce que ça provoque dans la classe, c'est que ils ne savent pas quoi répondre. Est-ce que c'est toujours la... Vous voyez l'idée que les feuilles mortes, leur demander si les feuilles mortes sont toujours de la matière vivante, et les met quelque peu en difficulté. Sachant que, vous voyez, elle rattrape tout de suite l'affaire, donc elle retransforme la phrase. Est-ce que c'est toujours de la matière organique, les feuilles mortes par exemple? Et là, ça pose de nouveau plus de problème. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que ici, derrière le fait qu'ils ne sachent pas très bien si c'est de la matière vivante ou pas, vous voyez, si ces feuilles mortes sont de la matière vivante, cette discussion-là est potentiellement source d'un travail ou d'un traitement du problème, d'apparition d'un problème. Parce que dans un premier temps, va jouer, je vais le développer un peu plus tard, l'idée, cet obstacle-là, vitaliste, vous voyez, qui attribue des caractéristiques spécifiques à la matière vivante, à toute la matière issue du vivant, qui la distingue complètement de la matière, du minéral, en gros. Et qui fait fonctionner la matière vivante et la matière minérale de façon complètement étanche. C'est-à-dire ces deux catégories de matière qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et vous voyez bien que quand on veut travailler sur des cycles biogéochimiques, tant qu'on envisage que ce qui est vivant n'a aucune interaction possible avec la matière minérale, vous voyez bien que les élèves vont avoir de grosses difficultés à penser ces cycles biogéochimiques. Donc là, on revient à la matière vivante, ça pose un problème. On revient à la matière organique, ce qui raplatit un petit peu l'affaire, puisque on pouvait avoir derrière la discussion matière vivante, matière morte, une certaine discussion de la part des élèves. Là, en revenant à la distinction matière organique, matière minérale, qui elle a été stabilisée dans le cours, d'une part,
on trouve que on peut voir que c'est relativement intéressant parce qu'on les amène vers des formulations plus proches de ce qui est attendu en SVT. Hein. Mais en même temps, on perd un moment où on aurait pu discuter justement de cette particularité de la matière vivante. Est-ce que c'est une matière comme une autre, hein? Est-ce que est-ce que des trucs morts c'est encore de la matière vivante ou pas, hein? Et est-ce que cette matière vivante c'est la même que la matière minérale ou est-ce que c'est une matière d'une nature tout à fait différente? Pour ça, pour se jouer sur cette distinction entre matière organique et matière minérale, l'enseignante introduit, alors de façon assez étonnante ici, mais enfin elle trouve un espèce d'intermédiaire qui est donc de la matière organique morte. C'est-à-dire qu'elle elle requalifie, elle invente une nouvelle catégorie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur son schéma de départ, on avait déjà cette nouvelle catégorie de matière organique morte, qui était d'une autre couleur, hein, qui avait une couleur, qui était pas qui était ni de la matière organique comme on avait au-dessus, ni de la matière minérale qui était grise. Hein. Elle était colorée en marron sur son schéma. Hein. Donc, vous voyez, l'enseignante utilise une catégorie intermédiaire qui n'a pas trop de signification biologique, hein, bon, les organiques, enfin chimiques, moins, hein, les matières organiques ou minérales, mais elle n'est pas, enfin, matière organique morte, une drôle d'appellation, mais qui va sans doute permettre, vous voyez, de créer de tisser un pont entre cette distinction minérale et organique, entre le vivant et le non-vivant. Et qui va permettre aux élèves de travailler sur cet obstacle vitaliste, hein, c'est-à-dire sur l'idée, en gros, vous voyez, qu'il n'y a pas deux types de matières qui n'ont rien à voir l'une avec, deux catégories de matières qui n'ont pas rien à voir l'une avec l'autre, mais qu'il y a des échanges possibles, vous voyez, des transformations possibles d'une matière organique en une matière minérale. Le dernier, et là c'est le grand classique, on aborde ça avec des élèves de 6e et même après, c'est que les élèves, quand on arrive à... Bon, alors qu'est-ce qui arrive à cette matière organique morte, vous voyez, eh ben, ils répondent, eh ben, ça se décompose. Et c'est réglé. Voilà, c'est réglé. En général, les enseignants, j'ai assisté à de nombreuses séances en 6e sur ce sujet-là, les enseignants sont rapidement... Au début, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression que c'est bon. Vous voyez, c'était ce à quoi on voulait arriver dans le cours. Hein, c'est-à-dire que la matière organique se décompose. Donc, vous voyez, soit on boucle l'affaire en disant bon, on écrit ça en rouge et puis on l'encadre et puis on passe à la suite. Soit ils avaient quand même prévu des activités. Vous voyez, ils avaient quand même prévu tout un tas d'activités derrière et ils sont très emmerdés puisque, en gros, vous voyez, les élèves, ils se décomposent. Donc, voilà, c'est bon. Voilà. Après, pour vendre l'observation du sol, trier les êtres vivants qu'on a là-dedans, regarder la classification, et bien que tout ça va être difficile à justifier auprès des élèves quand d'emblée ils pensent qu'ils ont réglé l'affaire. Ils ont réglé l'affaire. Sauf que quand on creuse cette histoire de décomposition, en fait, on voit bien que c'est pas du tout la même décomposition que le prof avait dans la tête. C'est-à-dire que eux, ils sont sur une décomposition, ils sont sur une disparition, enfin, qui nous renvoie à la transformation facile, à cet obstacle-là, où il y en a plus, enfin il y en a, et puis pof, il y en a plus, ça a disparu, ou ça a été mis en tout petit, et puis à force d'être tout petit, hop, ça se voit plus, ou encore ça disparaît, ça a été transporté par le vent, hein, et puis ça a été mis ailleurs. Hein. En gros, les trois stratégies derrière la décomposition que les élèves mettent, c'est ces trois-là, hein, c'est-à-dire ils vous disent il y a le vent qui les a emportés et qui les a mis ailleurs. Donc, vous voyez, ils règlent le problème local. Hein. Il y a les sangliers qui marchent dessus. Hein. Et puis, à force de les mettre en miettes, à force de les mettre en tout petit, on les voit plus. Et on a réglé le problème de la disparition. Et la troisième situation, c'est la disparition tout à fait magique. Bon, il y en a plus. Donc, vous voyez qu'à travers on en est déjà au bout de 36e intervention, vous voyez, c'est-à-dire que même si la situation de départ pouvait paraître suffisamment serrée pour contenir le problème scientifique, eh ben, on n'y est toujours pas. C'est-à-dire que là, les élèves n'ont toujours pas pris conscience, ne se sont toujours pas appropriés quelle était la nature du problème biologique qu'on voulait traiter avec eux. Pourquoi ils n'arrivent pas à poser le problème? Vous voyez, si je me remets du point de vue de la problématisation, c'est que les élèves ils n'arrivent pas à poser le problème ou à s'approprier le problème comme vous voulez, parce que y a des obstacles qui jouent. Voilà. Les obstacles, un certain nombre d'obstacles jouent
enfin, empêche les élèves de voir les problèmes biologiques auxquels on veut les confronter. Alors, bon, du coup, j'en ai déjà parlé, ça c'est pas bien. Hein. L'obstacle vitaliste, voilà, bon, j'en ai déjà dit un mot. En général, on est, alors je passe directement à la suite, vous retrouverez ça après, mais vous voyez, hein, ils font fonctionner le vivant et le non-vivant de façon tout à fait étanche, et ils construisent des cycles hein, où le vivant va au vivant, hein, et donc vous avez, je vous ai mis un certain nombre de formulations d'élèves de secondes ici, hein, alors c'était des secondes de 90, hein, on n'a pas encore réussi, on ne s'est pas attaqué à ceux de enfin, au nouveau programme là. Mais vous voyez ce que disent les élèves. Les feuilles se décomposent en humus, riche en minéraux, qui nourrit le sol et les plantes. L'humus aidera les plantes à pousser, les plantes repoussent, puis elles retombent, donc forme de l'humus, et ça c'est un cycle. C'est-à-dire qu'on construit un cycle, vous voyez, hein, où on peut tout à fait court-circuiter, enfin, sans passer à aucun moment par de la matière minérale. On reste, voyez, on reste dans du vivant. Hein, le vivant se nourrit du vivant, et là on fonctionne. Ils font fonctionner ces bouts-là comme ils font fonctionner le passage des producteurs secondaires aux producteurs secondaires. Vous voyez, hein, ils les font fonctionner comme ça. La litière avec l'humidité et le froid se décompose et devient de la terre. L'arbre se nourrit et les feuilles qui meurent remplacent ce qu'il a consommé. Vous voyez, toujours cette circularité du vivant sans passer par la matière organique. Je ne sais pas si... et donc cet obstacle vitaliste, là, vous voyez, il empêche, hein, le fait de considérer la matière vivante comme étant distincte de la matière minérale, empêche les élèves de penser, les passages entre les dimensions organiques et les dimensions minérales. Ce qui fait que pour construire un cycle du carbone tout simple, vous voyez, où on a carbone organique, carbone minéral, et on a deux processus biochimiques sur les flèches de passage, c'est-à-dire photosynthèse et respiration, pour le dire vite, vous voyez que même ce cycle-là tout simple, hein, qui pourrait être l'objectif de ce qu'on voudrait faire en sixième, hein, si vous voulez reboucler si vous voulez reboucler le schéma bilan de l'enseignante, pour ça, pour pouvoir construire ce cycle-là, il faut déjà pouvoir envisager qu'on peut fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale et réciproquement. Et tant qu'on les envisage de façon disjointe, on ne peut pas s'engager dans la construction de ces processus de transformation de la matière. Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle de la transformation facile. Je vous ai mis un certain nombre d'items, hein, d'items que des élèves, ou de formulations que les élèves proposent. Voilà, les feuilles se dissoudent dans la terre tous les ans. Bon, hop, voilà, il n'y en a plus. Les feuilles à force extérieure, ça disparaît. Les feuilles se désintègrent dans la terre. Donc vous voyez, on est là, quand les élèves disent ça, on est vraiment sur une disparition sans conservation de la matière. On est bien sur l'idée de décomposition. Les deux, c'est comment fonctionnent ces deux obstacles. Vous voyez, parce que l'idée, c'est pas de catégoriser, de faire des étiquettes par rapport à des choses qu'on qualifierait d'obstacles, mais c'est bien de comprendre comment ils jouent dans le processus de position du problème ici. L'obstacle de la transformation facile, vous voyez, il fonctionne comme ce que Jean-Pierre Astolfi et Brigitte Peter-Falvy appelaient un obstacle facilité, c'est-à-dire que ça donne l'impression de comprendre. Et vous avez un nombre important d'obstacles qui jouent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils donnent aux élèves l'impression de comprendre la situation la situation qu'on leur a proposée. Et comme ils ont l'impression de comprendre, vous voyez bien qu'il n'y a aucune raison qui se pose de nouvelles questions, qui se demandent mais qu'est-ce qui intervient dans ces transformations-là, mais qu'est-ce que ça devient, où ça se passe. Vous voyez, toutes ces questions-là, elles ne se posent pas tant qu'on n'a pas réussi à permettre aux élèves d'identifier précisément qu'on cherchait à comprendre ce que voulait devenir cette matière organique. Donc ça, c'est une des fonctions, voilà, il empêche, hein, ces obstacles facilités, empêche de poser le problème. Par contre, l'obstacle vitaliste, c'est-à-dire cette distinction entre matière organique et matière minérale, lui, il pourrait plutôt jouer comme un obstacle difficulté, hein, et là, celui-là, au contraire, serait plutôt de nature à permettre de poser le problème. Vous voyez, si on fait un raisonnement qui conduit à penser donc, que la matière organique se transforme en matière minérale, alors que jusque-là, on pensait que matière minérale et matière vivante et matière minérale étaient deux catégories étanches, là, cette fois-ci, ce questionnement-là, alors qu'on pensait, vous voyez, que le minéral et le vivant, c'était deux trucs qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, à partir du moment où on commence à se dire que peut-être qu'il y a des relations entre les deux, là, cette fois-ci, le problème de la transformation
du carbone organique et en carbone minéral et réciproquement, ces deux questions-là commencent, enfin ce problème-là commence à devenir possible. Voilà, alors. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire, comme ça allait de soi, que les élèves allaient s'approprier un problème biologique, même dans le cas où les situations sont très calibrées et donnent quasiment explicitement à voir les paradoxes qu'on veut faire construire aux élèves. Alors ça me fait penser aux nouvelles tâches complexes, hein, vous savez, qui sont apparues dans le secondaire pour évaluer les compétences du socle, où ces tâches complexes-là, en fait, sont généralement des situations qui fonctionnent sur ce principe-là, c'est-à-dire où on essaye de livrer le paradoxe le plus vite possible aux élèves, et on les engage immédiatement dans le travail de résolution, hein, par investigation, on leur donne du matériel, on leur donne des consignes, etc., et ils doivent se délivrer avec ça. C'est-à-dire que les tâches, et ça, tout ça en 45 minutes. Enfin, en 1 heure, je crois. Les tâches complexes, ça fonctionne sur un modèle d'1 heure, où il y a une situation problème et ensuite des activités d'investigation à faire. Ce modèle de tâches complexes ne peut fonctionner que si les élèves ont déjà appris les savoirs. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de problème sur les savoirs en jeu, s'ils ont déjà appris et construit les réponses. Ça peut absolument pas fonctionner en situation de classe. Ça peut absolument pas fonctionner comme une phase où il faudrait que les élèves, dans ces 45 minutes, posent, reconstruisent et résolvent le problème tout seuls. Hein. C'est-à-dire, parce qu'il faut du temps. C'est-à-dire que le temps d'appropriation du problème par les élèves, c'est un temps qui est incompressible et qui prend du temps et qui nécessite surtout de la part de l'enseignant une certaine expertise pour que, à chaque fois que l'enseignant, enfin que les élèves lui fait des propositions, vous voyez, qu'ils puissent se dire, s'il me dit ça, voilà ce que ça signifie, voilà quel type d'obstacle on est, enfin, voilà à peu près autour de quoi ça se joue, et voilà ce qu'il va falloir que je fasse, que je dise de nouveau, que je recontextualise, etc., pour leur permettre de s'approprier le problème. Hein, donc vous voyez, enfin, ce temps de passage de la situation de départ à la phase de position du problème par les élèves est un temps qui est, qui est assez critique, amené, hein, et qui demande une expertise, hein, les experts arrivent à faire, et pour les débutants, c'est seulement une analyse didactique un peu approfondie de l'affaire, une identification des obstacles, des modes de représentation, des modes de fonctionnement des élèves, qui peuvent leur permettre des moyens, de leur donner des moyens d'agir. Sinon, ils sont assez démunis face à ça. Alors maintenant, on va regarder, et puis ces moments-là, ces moments d'évolution du problème aux élèves, ces moments-là, ils peuvent se faire en général sous des phases de confrontation, de discussion collective, d'échange d'arguments, qui sont aussi des moments qui sont un peu délicats à l'enseignant, qui sont des moments un peu délicats pour l'enseignant, parce qu'il ne sait pas exactement où il va. C'est pas tout planifié d'avance, cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, on ne sait pas toujours ce qui peut sortir. C'est pas toujours ce qui peut sortir. Donc, ce qui fait que les débutants hésitent aussi à lancer des moments de ce type-là, parce qu'ils se disent, oulala, bon, alors moi j'ai bien la réponse, vous voyez, ils ont fait le scénario, ils ont posé la question, et puis ils ont la réponse qui est attendue, hein. Et puis en général, ils disent, enfin, c'est pas celle-là qui sort tout de suite, et donc du coup, ils sont un peu embêtés, ils savent pas trop comment faire, bon. Donc c'est des moments qui sont délicats à travailler, enfin, qui sont délicats en situation, et donc qui nécessitent, en termes de formation, qu'on les travaille, parce que si on les travaille pas, on va pas trop les aider. Alors après, on a avancé un petit peu plus, enfin on a avancé un peu plus loin dans le débat, c'est le deuxième extrait, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais bon, vous allez me le dire. Vous voyez, toi Baptiste, bon alors, donc on en est arrivé à discuter sur les bêtes, hein, sur les animaux en fait, et donc les animaux, ils les mangent. Bon alors vous voyez que de nouveau, on a du mal encore à poser le problème, parce qu'une fois qu'on avait à peu près discuté de la décomposition, cette matière organique, ces feuilles mortes, dans un certain temps, elles sont mangées par les animaux. Et elles sont mangées par les animaux, et ça y est, c'est de nouveau réglé. Bon alors, sauf que vous voyez bien que si elles ne font que de les manger et que de refabriquer par les voies de la que de refabriquer de la matière organique de bestioles, avec nos 20 tonnes de matière organique de départ, on transformerait nos 20 tonnes de feuilles, on va dire, en 20 tonnes de vers de terre ou de ce que vous voulez, de bactéries, etc., qui ne régleraient pas le problème que le niveau de notre litière n'augmenterait pas. Hein. Bon, alors, donc ce problème, qui est du même ordre de la transformation facile, c'est-à-dire on le fait manger par des bestioles,
Alors là, j'attire votre attention, vous regarderez les manuels de 6e, mais en gros, c'est l'explication qui est donnée dans les manuels de 6e, ça. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de 20 tonnes de feuilles mortes, on vous fait 10 grammes de sels minéraux, et c'est tout. C'est tout, hein. C'est-à-dire que les manuels de 6e livrent une explication qui est tout, à peu près aussi magique que ce que disaient les élèves, mais qui en tout cas ne respecte absolument pas le principe de conservation de la matière. Vous verrez, enfin, je ne vous ai pas ressorti les textes bilans, mais on dit en gros c'est ça, hein, que les feuilles mortes elles sont utilisées par les êtres vivants du sol. Alors, après on fait la liste, hein, donc les vers de terre, les bactéries, les champignons. Hein, et à partir de ça, ils fabriquent des sels minéraux. Et c'est tout. C'est-à-dire que le passage par le dioxyde par le processus de respiration ne sont absolument pas évoqués dans les manuels scolaires. Qui explique quand même un recyclage d'une partie importante de la matière organique. Alors là, bon, ça devient quoi, bon, etc. Et vous allez voir qu'à un moment donné, bon, alors je laisse tomber le dérapage didactique, mais vous allez voir qu'à un moment donné, ça va devenir intéressant parce que les élèves vont mobiliser un modèle analogique de transformation de la matière organique qu'ils connaissent chez eux. Alors on est dans le centre-ville de Caen, hein, enfin c'est une classe de collège du centre-ville de Caen, et les élèves ont tous chez eux des composteurs. Et ils vont donc, ils savent que dans le composteur ils mettent les déchets organiques, et ils savent en plus qu'à la fin on obtient de l'engrais. Et une partie de la discussion va donc, enfin, ils vont donc mobiliser dans leur explication, vous voyez, cette connaissance domestique, voilà, que l'enseignante va bien travailler en insistant, vous voyez, si c'est de l'engrais, c'est quel type de matière. Et comme ils ont appris avant que les végétaux, ils utilisaient de la matière minérale, ils vont bien voir que dans leur composteur, dans le composteur, on met de la matière organique et il en ressort de la matière minérale. Vous voyez bien, ils n'ont pas de connaissance chimique fine de ce qu'est la matière organique et la matière minérale. Mais ces deux éléments-là constituent, vous voyez, deux espèces de boîtes noires sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour raisonner et pour arriver à poser le problème de cette transformation dans le composteur. Et donc, vous voyez, qu'on déplace dans le sol, enfin, vous voyez, qu'on fait fonctionner comme un modèle analogique de fonctionnement du sol, de cette transformation de la matière organique, de cette matière organique en matière minérale. Alors, vous allez le voir, ça va apparaître un petit peu après. Voilà, l'engrais, ça sert à quoi? Ça sert à faire pousser les plantes. Alors, on s'en sert pour faire pousser les plantes. Bon, alors là, ça rate un peu. On retente l'affaire. C'est de la matière minérale. Voilà Baptiste. Il dit c'est de la matière minérale. Bon, mais les feuilles mortes, c'est quoi? Là, vous voyez que l'enseignante, elle focalise. Vous voyez, elle y arrive. Elle aurait eu d'autres occasions de le faire. Hein. Elle y arrive en 152. Donc là, on est déjà à 25-30 minutes de cours, hein, à peu près, pour vous donner à peu près le timing. On en est à 25 minutes de cours, et elle arrive à pointer, vous voyez, cette tension-là, entre d'un côté, ça c'est de la matière minérale, et ce qui va en sortir, c'est de la matière, les feuilles mortes, c'est de la matière organique, alors ce qui va sortir du composteur, c'est de la matière minérale. Sachant que l'enseignante, comme elle s'appuie sur ce qu'elle a déjà fait, dans la matière minérale, il n'y a pas que les sels minéraux et l'eau, mais il y a aussi le dioxyde de carbone qu'on va pouvoir aller rechercher à l'occasion. Et donc dans les solutions, elle va la resynthétiser ici. D'accord, ça veut dire si vos feuilles mortes, quand elles se décomposent, ça peut faire de l'engrais pour faire pousser les plantes. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a de la matière minérale, mais les feuilles mortes, c'est de la matière organique. Alors, comment c'est possible ça? Ça veut dire que ça se décompose, etc. À un moment donné, un peu plus loin, les élèves vont mobiliser le principe de conservation de la matière. Vous verrez dans le corpus, alors si je retrouve exactement la place dans le corpus, ils vont dire... Gwenel dit ça se décompose, ça devient une autre matière. Ça se décompose, ça devient une autre matière. Vous voyez bien le glissement par rapport à ça se décompose, ça disparaît. D'accord, on voit bien que c'est plus pareil. Ça devient une autre matière parce que Hugo tout à l'heure il disait ça s'éparpille. Gwenel dit ça devient tout petit, mais est-ce que ça disparaît? Bah non. Est-ce que c'est possible que ça disparaisse? Bah non. Répète les élèves, qui indique bien que cette fois-ci, ça y est, on est à la fois dans... on se place dans un cadre de conservation de la matière, et qu'on a
une difficulté dans notre composteur entre de la matière organique qui devient de la matière minérale, qui devient de l'engrais. On peut donc à ce moment-là, vous voyez, mais donc à la fin, on en est à 35 minutes, 40 minutes de cours, dire que ça y est, les élèves commencent à avoir à peu près circonscrit, voilà, les différentes conditions qui vont être nécessaires pour que le problème du devenir, enfin, de la transformation de la matière organique en matière minérale dans la litière puisse enfin se poser. Voilà le travail, vous voyez, le travail de l'enseignante et des élèves qui a été nécessaire pour passer de la question que tout prof de SVT, il voit bien quel est le problème biologique qu'il y a derrière, mais pour que les élèves arrivent à identifier ce problème-là, il va falloir à peu près 1 heure de cours, sachant qu'après il reste quelques heures pour essayer de résoudre ce problème-là, en allant chercher à un moment donné, la respiration. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où il va falloir qu'on aille chercher la respiration, non pas pour l'étudier en tant que tel, vous voyez, hein, il ne s'agit pas d'aller étudier la respiration 6e, c'est au programme de 5e. Mais il s'agit bien de considérer la respiration comme un processus biologique, c'est-à-dire que seuls les êtres vivants peuvent faire, un processus biologique qui va permettre de transformer de la matière organique en matière minérale. Cette question de la transformation, enfin, j'ai des étudiants en M2 SVT, enseignement des SVT à Caen, j'ai vu les mêmes à Paris 7, j'ai des PE, enfin, je vous assure que cette importation du concept de respiration, qu'ils maîtrisent bien d'un point de vue physiologique, quand on l'amène, quand on essaye de l'amener dans des processus écologiques, ils ne voient pas, hein, enfin, les 2 fois, ils ne savaient pas ce qu'était devenu cette matière organique. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivaient bien à voir que ça allait donner quelques sels minéraux dans le sol, mais alors le gros, quand on le posait en termes de conservation je vous dis, de nos 20 tonnes, là, ils ne savaient pas du tout ce qu'étaient devenues ces 20 tonnes. Hein. Et donc, vous voyez bien qu'en termes de conditions, d'un point de vue curriculaire, si on ne s'attaque pas à ces questions-là avec les petits, enfin, avec les élèves du secondaire, ce que ça fait, c'est que après, vous voyez, on construit un certain nombre de concepts. Alors après, ils peuvent être très très bons sur le cycle de Krebs et toutes les réactions, etc. Sauf que ils ont des problèmes de signification biologique de ces concepts-là quand on les change de champ. C'est-à-dire quand on va passer de la théorie génétique à la physiologie, à l'écologie, à la théorie. Enfin, vous voyez, quand on change de champ, il y a des concepts ils maîtrisent bien dans un champ, mais ils n'arrivent pas à les transporter. Ils n'arrivent pas à les transporter dans d'autres champs. Et là, je dis bien, à travers cette idée-là, il s'agit bien de construire un premier niveau de formulation, enfin, un premier niveau de signification du concept de respiration, premier niveau de formulation du concept de respiration, qui ensuite sera retravaillé en tant qu'objet, auquel on va s'intéresser en 5e, puis et ainsi de suite. Hein. Vous voyez bien qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi, tant qu'ils ne mobilisent pas ces affaires-là, ils ne comprennent pas pourquoi il y a les conditions dans lesquelles la matière organique morte va quand même pouvoir s'accumuler, par exemple. Pourquoi il faut que ce soit des conditions anoxiques, par exemple. Pourquoi ça ne pourrait avoir lieu que dans des conditions anoxiques? C'est bien en lien avec la mobilisation de ce concept-là de respiration pour expliquer ces affaires-là. Donc je laisse tomber ça. Les courts-circuits de la matière minérale, alors j'avais, en plus de ce que j'ai déjà dit sur le court-circuit de la matière minérale lié à l'obstacle vitaliste, c'est aussi la difficulté qu'ont les élèves et les étudiants, Robin pourra vous en parler, à envisager que des êtres vivants soient simultanément des producteurs et des dégradateurs de matière organique. La plupart, les élèves, dès qu'il y a 2 trucs qu'on lit en même temps et qui semblent contradictoires, ça pose de toute façon un problème aux élèves, hein, qui soit jouent dans un sens, soit dans l'autre, mais qui ont beaucoup de difficultés à envisager la simultanéité de processus contradictoires. C'est pour ça qu'ils pensent que les végétaux respirent à l'envers, qu'ils ne font que de la photosynthèse et qu'il n'y a que les racines qui respirent. Vous voyez, tout ça, tout ce qui leur permet... à chaque fois que vous avez 2 phénomènes qui sont contradictoires et qui ont lieu simultanément, ils ont beaucoup de mal à les envisager. Ici, les élèves vont avoir du mal, vous voyez, vont avoir du mal à envisager que les végétaux soient que les animaux du sol soient à la fois des producteurs de matière organique, mais en même temps des dégradateurs de matière organique par la respiration, et que le fait que ce soit des décomposeurs, la fonction totale de décomposition,
est le résultat de la balance entre production et dégradation de la matière organique. Et donc du coup, ils envisagent généralement les animaux, ils les envisagent que comme des producteurs de matière organique, mais absolument pas comme des dégradateurs de matière organique. Hein, vous voyez, ce qui va les empêcher dans un certain temps d'envisager le fonctionnement des cycles de carbone, du cycle de carbone dans le fonctionnement des écosystèmes. Bon voilà, ça c'est un obstacle classique, c'est-à-dire qu'ils se centrent sur un seul processus et ils excluent tout ce qui est simultané et notamment tout ce qui est lié au processus inverse. Dans les corpus de Robin, pour son Master 2, là, il y a des élèves, des étudiants de Master 2 qui définissent les végétaux comme étant justement, ce qui caractérise les végétaux, c'est que ce sont des producteurs de matière organique. Des étudiants de Master 2 qui définissent les végétaux comme, et ce qui les caractérise, ce sont des producteurs de matière organique. On retrouve ça aussi chez les plus petits. Hein, vous voyez, c'est bien qu'il y a des problèmes. Enfin, ça pose bien des problèmes en termes d'apprentissage. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est bien. Il faut bien qu'on réussisse à tenir les apprentissages dans la durée, dans la durée, pour justement. Si on voit apparaître des choses comme ça chez nos étudiants, arrivés en Master 1 ou Master 2 de biologie, vous voyez bien. Alors effectivement, ils sont interrogés pendant cours sur la respiration, etc. Mais ce qu'ils peuvent mobiliser, c'est des choses de ce type-là. C'est bien qu'avant, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées. Enfin, qu'il y a eu des ratés au niveau du point de vue de l'apprentissage. Bon, je vous ai dit, en gros, la dévolution finale du problème. Donc, ce qui la rend possible, c'est l'idée de cycle au niveau du compost. Enfin, c'est l'idée de cycle qui est mobilisée par les élèves très tôt, mais sur un cycle qui tourne uniquement dans le vivant. Par le fonctionnement, l'introduction du modèle analogique du devenir du compost, et par la référence au modèle de la chaîne alimentaire. Voilà toutes les conditions. Dans l'étude de cas, enfin, tout ce que je dis vaut dans l'étude de cas que je viens de vous présenter. Ce qui vaut d'une façon plus générique, c'est les obstacles et les modes de fonctionnement que j'ai essayé de caractériser, que eux, on va pouvoir retrouver de façon plus transversale. Voilà. Et tout ça ne marche, c'est-à-dire il faut tout ça, mais en plus, il faut qu'on soit dans un cadre théorique où on fait fonctionner le principe de conservation de la matière. Sans doute qu'il va être important très rapidement, et ça je pense que dès le collège, il va falloir introduire des dimensions quantitatives dans nos travaux de biologie pour ne pas en rester, et je rejoins ce que disait Guy ce matin, c'est-à-dire que pour que des élèves puissent développer des façons de penser, de parler et d'agir spécifiques de la discipline biologique, on aurait quand même intérêt à introduire très rapidement du quantitatif, de la masse, de la longueur, enfin tout ce que vous voulez, du quantitatif, pour que les élèves en restent pas uniquement, vous voyez, à des dimensions visuelles, du style ça grossit parce que ça peut grossir uniquement parce que ça augmente de volume. Hein, sans augmenter, enfin, les élèves envisagent facilement de la croissance sans un apport de nouvelles matières, hein, et notamment pour les végétaux, hein, où les végétaux, c'est dans leur nature de pousser, hein, et donc les végétaux, ils se développent par, voilà, ils poussent, voyez, sans nécessairement qu'on ait besoin de rajouter de la matière organique là-dedans. Hein. Et donc du coup, vous avez des élèves de seconde, quand on travaille sur la nutrition des végétaux, qui pensent que les végétaux, pour se nourrir ont besoin d'être au chaud, d'être bien en gros, et qu'à partir du moment où ils sont bien, c'est chaud, c'est un peu humide, etc., et ben ils poussent, parce que c'est dans leur nature de pousser, mais qu'il n'y a aucune relation physiologique entre entre l'eau, le CO2, etc., et la lumière, parce que des fois les élèves ils vous indiquent chaleur et lumière, ils vous disent les végétaux ils ont besoin de chaleur et de lumière. Ça c'est un signe pour vous dire qu'ils ne sont pas en train de penser à la photosynthèse. S'ils vous disent chaleur et lumière, c'est parce qu'ils pensent surtout qu'il faut qu'ils soient bien, hein, qu'ils soient chauds, et après ils poussent sans forcément faire appel à de la lumière. Donc l'introduction de dimensions quantitatives, vous voyez, où on va les peser, on va peser la matière au début, à la fin, etc., sont des dimensions importantes pour travailler tous ces obstacles, et notamment celui-là qui est encore lié à un obstacle vitaliste. Les obstacles repérés, bon, je vous voilà toute la liste, vous la retrouverez dans le PowerPoint.
Il y en a un que je n'ai pas évoqué, mais qui est central, c'est bien l'idée que les gaz ne sont pas de la matière. Donc celui-là, c'est celui qui est en profondeur et qui stabilise tout le reste. Enfin, je veux dire, tout le reste est construit en partie là-dessus. C'est-à-dire que les élèves n'envisagent pas que les gaz soient de la matière. Donc vous voyez bien qu'envisager qu'un végétal fabrique de la matière à partir de rien est quelque chose que les élèves ne vont pas pouvoir... Enfin, ils vont avoir des difficultés à construire l'idée de photosynthèse, parce que ils envisagent, parce que c'est rien. Et là, de nouveau, ils pensent pas du tout au CO2 dans ce problème de recyclage de la matière organique dans le sol, parce que pour eux, le dioxyde de carbone, c'est rien. Enfin, c'est un gaz, c'est rien. Et en plus, c'est pas bon. Hein. C'est un gaz qui est dévalorisé, puisque c'est un rejet de la respiration humaine. Du coup, ça fonctionne à rebours, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas que chez les végétaux, ça puisse être la principale source de carbone minéral, un truc qui est disqualifié par la connaissance qu'ils ont du fonctionnement humain, rajouté au gaz, à toute la mauvaise publicité du CO2 qui est faite, etc., qui pèse beaucoup là-dessus. Voilà, sur ces histoires, si j'ai essayé une petite, juste pour finir, vous voyez bien que ces obstacles, ils jouent à la fois, et c'est ça qui me semble important quand on commence, c'est qu'ils jouent vraiment dans le processus de dévolution du problème. Ils peuvent empêcher que le problème soit dévolu aux élèves, c'est-à-dire ils peuvent empêcher que les élèves s'approprient le problème biologique qui sont en jeu. Certains, quand l'enseignant en a connaissance, etc., peuvent permettre au contraire de s'appuyer dessus pour faire émerger des paradoxes qui ne sont pas évidents. Et puis tous ces obstacles rejouent dans toutes les phases de construction du problème, c'est-à-dire de mise en relation entre des données empiriques, des données factuelles, et un certain nombre de nécessités sur le modèle, c'est-à-dire d'éléments théoriques qui vont pouvoir... se faire. Voilà. Je vous remercie. Je vais vous faire une question ouverte. Si tu as été si éleveur, tu ne connaissais absolument pas le compost, comment récupérer le compost? Ah oui, non, mais t'as raison. C'est-à-dire que là, les conditions dans lesquelles est assurée la dévolution du problème aux élèves, elles sont contextuelles. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée de pouvoir le reproduire. C'est-à-dire que les études de cas qu'on mène ici, elles visent juste à essayer de pointer des modes de fonctionnement. Enfin, elles ont... donc là, c'est intéressant de voir comment ça marche dans une dynamique très contextuelle, mais là, tu peux t'appuyer sur les idées de cycle. Tu vois, à partir du moment où les élèves vont mobiliser les idées de cycle, le recyclage, en plus, l'idée de recyclage, tu vois, du compost, il est très particulier. Hein, c'est-à-dire que c'est du recyclage qui passe justement par du biologique, alors que l'idée usuelle de recyclage, c'est plutôt le recyclage de la bouteille, du verre, où à partir du verre, on fait du verre. Voilà, et donc on transforme pas, on transforme la forme du verre, mais on transforme pas la matière. Et donc les idées de recyclage chez les élèves sont d'abord des idées de recyclage de ce type-là. On recycle l'aluminium, qui permettent pas de poser des problèmes de transformation de la matière. Donc là, c'est vrai que là, on avait de la chance, on avait des élèves qui mobilisent le compost, sachant que ça, je l'ai vu fonctionner assez souvent. Hein. C'est-à-dire que c'est des pratiques quand même. Je suis surpris parce que moi, je ne pratique pas le compost. Mais donc tu vois, c'est ça, c'est l'idée de cycle. Tu vois, l'idée de commencer à reconstruire du cycle. C'est pour ça que le schéma bilan que propose l'enseignante au départ, tu vois, il n'est pas inintéressant parce qu'il va poser le problème des bouclages. Tu vois, il va poser le problème des bouclages. La distinction matière organique, matière minérale, tu vois, même si, je redis, hein, il ne s'agit pas que les élèves soient capables de donner une définition de la matière organique qui soit pertinente en 6e, c'est pas ça. Mais juste, vous voyez, ces deux termes qui fonctionnent comme une boîte noire, avec un intermédiaire possible qui le lie à travers, donc là, cette histoire de matière organique morte, tu vois, sont des moyens, sont aussi des outils sur lesquels l'enseignant peut s'appuyer pour envisager de faire discuter les élèves pour arriver à pointer le paradoxe. À partir de l'obstacle vitaliste, je pense que c'est autour de ça que ça se joue, tu vois. Sur le passage vivant-non-vivant, matière organique, matière minérale, c'est quand on va discuter de ça qu'on va pouvoir poser le problème, voilà. Même si on n'a pas le compost. Voilà ce que je dirais. D'autres questions? Alors, si j'ai bien compris, l'idée que l'élève va se faire de la matière minérale, c'est donc le compost.
Non, non, c'est pas ça. C'est pas l'idée qui va. C'est pas l'idée qui va se faire. Eh bien, c'est ce qui nous intéresse. Enfin, moi, ce qui m'intéresse ici, ce que les élèves fassent, vous voyez, c'est qu'ils se posent, c'est qu'ils arrivent à envisager qu'il y ait une transformation, de la matière dans un contexte où on conserve cette matière-là. Et donc va ensuite se poser la question de d'où elle a lieu, de pourquoi elle a lieu que dans le sol, enfin, essentiellement dans le sol, pourquoi, parce qu'il faut des êtres vivants. Enfin, vous voyez, après c'est. Là, on est resté dans le rectangle matière organique morte. Ah oui, mais c'est parce qu'on est au début. Enfin, c'est la première. Ah non, mais là, ce que j'ai présenté, c'est la première séance. On est sur la première séance de la progression. Après, il va y avoir une investigation. Dans le compost, finalement, la matière organique est plus complexe. Oui. Dans les polymères. Oui, non, mais ça, le compost, il fonctionne comme un modèle analogique. Enfin, il faut fonctionner comme un outil pour raisonner. Mais on s'y intéresse pas. À aucun moment, le prof, il s'y intéresse pas en tant que tel. Enfin, il l'étudie pas en tant qu'objet. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'élève croit que finalement le compost, c'est la matière minérale. Ah bah non. Non. Oui, mais là, c'est... Ah oui, mais oui. Parce que tu dis, elle utilise ça pour finalement dire, ça se transforme, et puis ça se transforme en matière minérale. Ouais. Le truc est différent. Mais non, mais elle fonctionne... Ça nourrit la plante, ça nourrit. Voilà, elle fonctionne, oui, c'est ça, mais non, mais vous avez raison. Non, mais bien sûr. Mais... Non, parce que là, c'est le recyclage au sens recyclage du verre. Oui, bah oui, on fait de la matière. On fait de la et on fabrique une autre matière qui va ça va pardonner de la matière organique morte, c'est ça. Ça va pardonner de la litière. Ah non, ça va pas. Non, mais c'est. Il est. On n'est pas dans le recyclage, on est dans une transformation de matière organique. En une autre matière organique. À l'intérieur, éventuellement à l'intérieur du sol, ce qui nous intéresse, bien que là ça se passe dans le composteur. On n'est pas passé du tout, il n'y a pas eu de minéralisation. Enfin si, un peu de minéralisation par la respiration des vivants qui est dans le composteur, mais on est toujours resté dans le je suis bien à la condition qu'il y a bien de la respiration quand même, puisqu'il y a des êtres vivants qui commencent qui minéralisent, même si c'est pas le processus. Mais c'est bien ça qui. Enfin, mais bien, elle étudie pas le compost là. Elle s'en sert. Elle étudie pas le composteur. Elle s'en sert pour qu'à un moment donné, les élèves puissent mettre en relation l'idée qu'il puisse y avoir une transformation possible de la matière organique en une matière minérale. C'est juste, c'est un prétexte, même si c'est pas tout à fait juste. Je veux dire, c'est pas le problème là. Le problème, c'est que dans un premier temps, les élèves ils n'arrivent pas à envisager le passage ils envisagent, je sais pas, je vais remettre la diapo. Ils envisagent l'organique et le minéral comme étant deux compartiments étanches entre lesquels il ne peut pas y avoir de passage. Voilà. C'est comme ça qu'ils envisagent c'est la première façon d'envisager l'affaire. Elle se sert uniquement du compost comme de l'histoire de la matière organique morte, comme celle qui apparaît d'une autre couleur, pour commencer à permettre aux élèves de se dire, peut-être qu'en fait, c'est possible qu'on passe de l'une à l'autre. C'est possible qu'on passe de l'une à l'autre. Après, ça va déclencher des questions de comment, qui, où, etc., qui vont donner lieu à l'investigation dans la suite de la séquence. Alors moi j'ai une question justement parce que je pense pour un élève de 6e, matière minérale et organique c'est complètement je suis d'accord. Et pour moi ce serait important dès la 6e d'introduire la notion d'énergie parce que je pense qu'un élève est capable de comprendre que alors les molécules organiques sont entre guillemets contiennent de l'énergie. Enfin, pour moi, c'est fondamental et de faire quelque chose, un cours sur là-dessus, sans introduire la notion d'énergie, il manque explicatif. Non mais, vous voyez bien, soit quand on envisage les processus d'apprentissage du point de vue des élèves, on n'envisage pas que ce soit fait une fois pour toutes. Je veux dire, et que du premier coup, en une seule fois, on soit arrivé à leur faire construire les savoirs experts tels qu'on les attend, etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème de processus. Voilà. C'est un processus dans lequel on passe nécessairement par des étapes qui ne sont pas
satisfaisantes du point de vue des savoirs scientifiques en jeu, qui sont que provisoires, mais qui peuvent donner lieu, et c'est ça, enfin c'est surtout ça moi qui me semble important dans c'est qui donne lieu à de nouvelles, enfin qui ouvre de nouvelles questions. C'est-à-dire que les élèves en 6e, ils n'aient pas l'impression que c'est fini la biologie, on a réglé tous les problèmes, mais qu'il y ait bien un certain nombre de questions qui restent en suspens. Derrière cette histoire de matière organique, matière minérale, je vous dis, ça fonctionne comme deux boîtes noires, comme deux mots, dans lesquels il y a à peu près, à mon avis, pas grand-chose. Alors après, la question de la dimension énergétique, je suis bien d'accord avec toi, sauf que, à mon avis, c'est pas gagné avec des élèves de 6e. Voilà. C'est pas gagné du tout. Alors une dernière question. Autrefois, pour montrer matière minérale, matière organique, on prenait un échantillon de terre, de litière ou de bois, on le faisait brûler, on obtenait des cendres. Ces cendres représentent la matière minérale. Ouais, je me souviens, j'ai fait ça. Dans la matière organique. Et ces cendres, on les utilise comme engrais. Et donc les végétaux utilisent les cendres, matière minérale, et n'ont pas besoin de matière organique. Ils n'absorbent pas de matière organique. Par contre, la matière organique, au sens du compost, elle est importante dans la structuration des sols pour permettre aux racines de respirer avec la création d'un tout ce que vous dites est très juste. Non, mais ça me paraît simple. Là, ah oui, mais sauf que... non, mais... Ça me paraît simple et puis ça paraît d'éviter des erreurs quand même de conception de matière organique. Alors, moi, ça me paraît moins simple que ça. Parce que d'une part, il faut... je veux dire, avant que les élèves aient le besoin d'aller s'intéresser à pourquoi la matière organique et la matière minérale sont... Enfin, je veux dire, c'est le sens de ce type d'activité a priori, en dehors d'un questionnement ou d'une recherche quelconque. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, si à un moment donné, ou plus tôt dans le travail, notamment sur la nutrition des végétaux qu'a fait la collègue ici, si ces questions-là, enfin, je pense qu'il y aurait eu moyen, sans doute, effectivement, d'amener le questionnement qui nécessitait les investigations que vous proposez. Là, on arrive, enfin, je ne sais pas exactement, précisément ce qu'elle a fait comme type d'activité autour de matière organique, matière minérale, mais moi, je vois juste que ça fonctionne, enfin, voilà, ça fonctionne comme des boîtes noires qu'on aura besoin d'ouvrir à un moment donné. C'est-à-dire que moi, c'est ça, enfin, ce qui me semble important, c'est pas qu'on ait réglé cette histoire de matière organique, matière minérale en 6e, mais c'est qu'à un moment donné, ça puisse être identifié comme des trucs dont il va falloir qu'à un moment donné, on aille l'ouvrir et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Sur la dimension énergétique, moi, je pense que le programme de 6e est peut-être plus, de 5e, pardon, est peut-être plus propice à reprendre ces questions-là du point de vue énergétique. Mais c'est mon point de vue. C'est-à-dire que... Oui, mais la notion d'énergie, elle est compréhensible sans parler faut voir. Enfin, peut-être. Moi, ça me paraît quand même pas si simple que ça. Mais bon. Là, j'aurais eu... Enfin... Non, mais je te dis, ça fonctionne comme des boîtes. C'est-à-dire, c'est des mots. Les végétaux, ils se nourrissent de matière minérale. Voilà. Les animaux de matière organique. Voilà. Ça fonctionne comme des boîtes. Ça. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais voilà. Mais c'est pas pareil. Yann, j'ai une question en fait pour aborder toutes ces notions complexes d'organique et minéral. Donc tout ça part de... l'enseignant n'est pas parti d'observation de la décomposition d'une feuille morte, par exemple, quelque chose comme ça. Non, tout ce travail a lieu dans l'investigation, dans le temps d'investigation. C'est vrai que ça paraît difficile pour les élèves de 6e, quelque chose d'organique et minéral, sans avoir... Ça vient, je te dis, ça vient quand même après tout le travail sur la nutrition des végétaux, hein, où ça a été, et sur le fonctionnement des réseaux trophiques. Ben voilà, ça vient après ça, donc j'ai pas repris non plus tout. Mais c'est un vrai problème, hein. Je reformule peut-être juste la question de ce que je crois comprendre de ce que veut dire Christophe, c'est la question de est-ce que l'observation, est-ce que la dimension empirique, elle doit venir avant la phase de problématisation, parce que c'était peut-être un peu ça que tu voulais dire, l'observation du départ, elle permettra de construire le concept, et c'est peut-être d'expliquer un peu ton cas théorique rapidement, où tu disais que tu te situais dans un registre... C'est-à-dire que je pense pas que l'observation règle quoi que ce soit de la dévolution du problème aux élèves. C'est-à-dire que je pense que c'est pas trop ça le problème. Que tu la mettes avant ou après, enfin, tu vois, je veux dire,
je pense pas que le fait d'en démontrer avant, alors sinon ça peut peut-être régler le problème de la hauteur de la litière qui monte pas, mais même si elle monte pas, tu vois, même si les élèves considèrent que, tu vois, t'as beau être allé te promener, avoir fait des mesures en forêt, etc., tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as observé qu'il y avait tu avais mesuré la quantité de feuilles mortes qui étaient tombées, que tu avais mesuré que la litière elle augmentait pas, etc., t'as beau avoir fait toutes ces observations et ces mesures-là, n'empêche que le problème de la transformation de la transformation de la matière organique en matière minérale, elle se pose pas toute seule. Et elle se pose pas à partir uniquement de ces observations-là. Tu vois, là, la situation de départ, elle contraignait fort. Enfin, tu vois, donc, tu sais, il y a tant de feuilles mortes qui tombent. Voilà. C'est-à-dire que ça nécessite quand même tout un travail ce travail d'appropriation du problème par les élèves, il nécessite un travail de nature intellectuelle par les élèves. Et personne ne peut le faire à leur place. Je veux dire, il n'y a qu'eux qui peuvent faire ce travail intellectuel-là. Voilà. L'enseignant, lui, il est juste en charge. Alors, il peut choisir de faire l'observation avant, après. Enfin, tout ça, pour moi, est un peu secondaire. Enfin, pour moi, c'est un peu secondaire. Après, j'imagine que pour les profs en situation, c'est moins secondaire que ça. Mais pour eux, pour moi, c'est secondaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les processus par lesquels les élèves vont pouvoir s'approprier ce problème-là, sachant que ça se fait pas tout seul. Voilà. Ça se fait pas tout seul. Tu vois, c'est ça la question. Enfin, bon, je réponds pas à la tienne, mais... Je voulais juste répondre par rapport aux difficultés qu'ont les enfants et les élèves de 6e et renvoyer à deux recherches qui ont eu lieu à l'UNSP. Une première recherche qui était autour des années, Alain Monchamp me reprendra, et puis lui aussi, autour des concepts d'énergie et d'écosystème, qui a été menée par l'INRP. On s'est penché sur la construction de ces concepts à partir des idées premières des élèves, donc autour des années 83, il y a eu... Aster numéro 3. Pardon, c'est voilà, Aster numéro 3. Et puis après, la recherche autour du concept de matière, donc Rosa, M. Lost fait appel, qui est autour des années 90. Et il y a eu plusieurs numéros d'Aster où on peut télécharger les articles et travailler. Et le concept d'énergie est un concept très difficile pour les élèves de 6e. C'est-à-dire qu'on peut être dans le déclaratif et avoir un mot qui nous satisfasse, comme le mot un peu qu'ils utilisent en disant ça se décompose. Alors nous, enseignants, on peut être contents parce qu'ils ont utilisé ce mot qui renvoie, nous, à la construction réelle du concept, mais qui, pour les élèves, n'a pas du tout ce sens, qui a ce sens que vous avez bien détaillé, c'est-à-dire de disparition ou de fragmentation en tout petits éléments qui fait qu'on ne voit plus rien, donc ça disparaît, on retombe dedans. Mais ça ne veut pas dire parce que nous, on est confronté à cette difficulté-là. On sait tous que des élèves sont capables d'utiliser les bons mots, c'est-à-dire les mots comme photosynthèse ou énergie ou d'autres termes, mais que ces mots ne sont pas remplis des bons concepts. Oui. C'est un peu comme s'ils disaient tourne tutu, ou voilà, ces mots qui expliquent tout, quoi, qui satisfait. Voilà. Donc je renvoie surtout aux deux recherches où il y a eu plein de travaux qui ont été faits là-dessus. Que d'animation dans l'amphi, je me suis retourné. D'autres questions ici, décidément. Je vais poser une question sur la démarche de faire des travaux de recherche aux élèves. J'ai toujours été gêné par cette démarche, du fait qu'on essaye de faire des travaux de recherche à des élèves sur des choses qu'on connaît déjà. Donc on leur fait poser des questions, on leur fait concevoir des dispositifs pour répondre à des questions dont on connaît déjà la réponse. Et s'ils vont faire un tour sur Internet, parce que maintenant ils sont plus en plus capables de le faire, ils trouvent la réponse en 2 secondes. Donc j'ai toujours été gêné par cette démarche-là. Je ne sais pas comment vous, pratiquement, vous résolvez ça pour leur apprendre la démarche scientifique sans qu'il y ait de tromperie, quoi. Vous voyez la question que je me pose ? Oui, oui. C'est-à-dire que la façon dont elle est traitée par l'institution, elle est traitée à partir des situations ouvertes, TPE, TPIE, qui essayent de leur faire vivre des situations le plus authentiques possible. Oui, à travers les TPIE et les TPE, qui sont les travaux croisés, les IDD, enfin, qui essayent de faire vivre des activités d'investigation ouvertes. Mais ce que j'ai essayé de dire au début, c'est que pour moi, ce qui nous semble important, c'est pas trop les réponses, voilà. C'est les questions. Voilà.
C'est pas trop les réponses, voilà. C'est-à-dire que, je veux dire, le concept d'articulation, par exemple, le fait que les élèves soient capables de savoir que chez l'homme, c'est réglé par des ligaments, des tendons, de la synovie, du cartilage, etc. Bon, bah, ok, c'est une réponse. Bon, si on regarde les arthropodes, ils ont des articulations, mais c'est pas ça la réponse. Voilà. Derrière. Et donc, ce qui me semble important en cours de biologie, effectivement, ils peuvent aller trouver sur Internet comment elle est faite, l'articulation chez telle bestiole, chez toutes les bestioles qu'on peut trouver, etc. Ça, ils vont le trouver sur Internet. Après, quel est le concept c'est quoi le concept d'articulation? Si à un moment donné on ne le construit pas avec les élèves, moi ce que je constate c'est que mes étudiants de PE2 ils savent ils peuvent me légender un schéma avec les ligaments, etc. Si je leur montre une patte de crabe et je leur demande est-ce que c'est une articulation, explique-moi pourquoi, ils ne savent pas, ils peuvent pas répondre à cette question-là. Après le problème du savoir, ce que vous posez, c'est-à-dire qu'effectivement soit on enseigne des savoirs, la plupart des savoirs qu'on enseigne à l'école sont des savoirs, je vais dire, froids. C'est-à-dire que pour lesquels on a les réponses depuis longtemps, même pour certains. Juste, là, c'est des dimensions historiques et épistémologiques qui jouent. C'est-à-dire que tout savoir a une histoire et est issu d'une controverse, qui peut être une controverse scientifique ancienne. Et donc sans doute que ces modèles de controverses scientifiques et historiques, et Patricia Crépin est partie, qui a travaillé sur les controverses sur les fossiles, mais sans doute qu'elles donnent moyen de comprendre, elles peuvent donner c'est-à-dire que la recherche scientifique actuelle, on pourrait avoir les débats, les controverses, la façon dont ça se fait, mais on est sur des sujets qui ne sont pas au programme, en gros. Et donc du coup, comme on repasse sur des savoirs froids, pour essayer de retrouver pour essayer de retrouver ce qui a été en jeu dans ces controverses-là, il faut aller rechercher des controverses plutôt de nature historique. Voilà, comment Harvey, au moment de l'établissement de la double circulation sanguine, quels sont les arguments qu'il utilise, c'est quoi l'état du débat à ce moment-là, etc., qui peuvent donner des éléments pour concevoir des situations de recherche. Mais ce qui compte, c'est pas pour moi les solutions, et Christian Orange serait là, il dirait qu'on n'en a rien à faire des solutions, en gros, c'est pas ça qui compte, mais c'est bien la construction des problèmes. Voilà. C'est bien ça c'est bien ça qui caractérise Bachelard, c'est bien ça qui caractérise l'esprit des scientifiques. Ce que savent faire les scientifiques, c'est de poser de nouveaux problèmes. Les réponses, ils en trouvent, ils sont contents, mais c'est une toute nouvelle réponse, permet de poser de nouvelles questions, et que c'est ça qui caractérise l'activité scientifique plus que l'accumulation des réponses.